Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TOC24 au sommaire cette semaine. C'est grâce à eux que vos données transitent sur les réseaux. Reportage sur les câbles sous-marins et analyse en plateau de la cyber-bataille navale qui se joue sous l'océan. C'est le téléphone qui veut réconcilier technologie et éthique. Fairphone lance une nouvelle version de son smartphone durable. Le fabricant hollandais peut-il réussir à réveiller les consciences des consommateurs? Démonstration tout à l'heure en plateau avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, on vous parle souvent de la vague massive de données qui déferle sur les réseaux. Mais comment ces datas transitent-elles? Eh bien, c'est sous l'océan qu'il faut regarder. Les câbles sous-marins assurent 99% du trafic mondial de données. Une équipe de France 2 s'est rendue chez le premier fabricant mondial de câbles sous-marins, un fleuron industriel français. Plongez tout de suite avec Margot Manière et Laure Crécorian. Des câbles posés au fond des océans pour faire transiter vos emails, vos photos, vos vidéos à l'autre bout du monde. Les câbles sous-marins assurent aujourd'hui 99% du trafic mondial de données. Mais avec l'explosion d'Internet, il en faut toujours plus. Un seul câble comme celui-ci peut connecter 200 millions de personnes. Tout commence avec la fibre optique, un simple fil de l'épaisseur d'un cheveu capable de transmettre la lumière. C'est par cette lumière que transitent toutes nos données. Ça fait 250 microns et ce tout petit fil en verre va recevoir de la lumière et transmettre à tout le monde de l'Internet dans tous les continents. Des câbles de communication qui envahissent la planète pour assurer une bonne connexion à chaque habitant, car le trafic de données progresse de 35% par an. Le câble le plus long fait 20 000 km et relie la France à Singapour. Une trentaine d'autres projets sont en cours. Les géants du web se lancent dans la conquête des fonds marins. Ça explose. Les Google, les Facebook, il y a des data centers partout, il y a des tas d'applications qui émergent de partout avec le cloud, des vidéos. L'année dernière, c'est la moitié du tour de la Terre qu'on a fabriqué en kilomètres de câbles et qu'on est allé installer au fond des océans. Pour être installé, il faut d'abord les charger. Ce tunnel de 600 mètres permet de relier l'usine à ce bateau câblier français. Nous sommes montés à bord avant son départ pour une mission à l'autre bout du monde, en Alaska. À l'intérieur, une bobine géante dans laquelle sont stockés plus de 1000 km de câbles. Les câbles vont permettre de relier 6 villes du versant nord de l'Alaska, qui aujourd'hui souffrent d'un Internet trop lent. Un enjeu économique majeur pour la région et toutes ses administrations publiques, ses entreprises et ses services de santé. Mais avant d'en arriver là, le capitaine va devoir poser le câble sous l'eau, un travail minutieux. Donc la route du câble a été définie depuis longtemps et grâce à tous ces écrans, tous ces ordinateurs, nous allons positionner le navire jusqu'à, même dans le mauvais temps, au mètre près. Une fois positionné, 2 méthodes pour aller jusqu'à 8 km de profondeur. Soit les câbles sont simplement posés au fond de l'océan. Il y a quelqu'un qui peut prévenir le Beachmaster là, à terre qu'on met la charrue à l'eau. Soit la charrue, cette machine de 35 tonnes, va creuser une tranchée. Les bras du robot peuvent créer un sillon jusqu'à 3 mètres de profondeur sous les sédiments. Le câble est ensuite enterré pour être protégé. Dernière étape, le raccorder à une station terrestre. On va bientôt avoir les câbles sur la plage. Ce type de projet dure 2 ans en moyenne et coûte très cher, jusqu'à 700 millions d'euros pour relier un continent à un autre. Et on continue à parler de cette bataille des données en plateau avec Guillaume Gralet pour aller plus loin, puisque visiblement, Guillaume, les espions ne craignent pas l'eau. Le cyberespionnage sous les mers ne date pas d'hier. Oui, ça, il y a très longtemps, et au plein cœur de la guerre froide, en fait, il y a eu l'opération Ivy Bells. Alors, on a l'impression d'être dans un vrai roman d'espionnage. En fait, il y a eu une action conjointe de la NSA, de la CIA et de la Navy américaine pour placer sur écoute les câbles sous-marins soviétiques. En fait, la France s'est rendue compte du problème en 2013, après les révélations d'Edward Snowden, puisqu'il a été établi que là, un câble qui reliait Marseille à l'Afrique du Nord était lui-même sur écoute par les services secrets américains, expliquait Edward Snowden. Et Orange a dû sortir de son silence et a annoncé sa volonté de porter plainte. Plus récemment, en fait, on s'intéresse également aux communications entre les sous-marins. Ça, c'est très, très important. Et le groupe industriel français DCNS a eu
la très mauvaise surprise, à travers les révélations de The Australian, de voir que certains plans de ces sous-marins qui étaient destinés à des clients indiens avaient été récupérés, dévoilés à plusieurs personnes. C'est très important parce que les communications entre les sous-marins doivent rester normalement secrètes. Et la conséquence, c'est qu'on voit des pays comme le Brésil notamment qui veulent se doter de leurs propres tuyaux pour être espionnage safe, entre guillemets. Oui, un projet de plus de 185 millions de dollars pour équiper, pour relier la ville de Lisbonne avec la ville de Fortaleza au Brésil. C'est quand même 5600 km. Mais le Brésil, là aussi après les révélations d'Edward Snowden, veut pouvoir dire que ces communications seront safe, seront protégées. Il y a la même volonté de la part de la Russie, d'après le New York Times, qui déploie ses propres câbles au large de la Norvège. Allez, une souveraineté numérique qui passe aujourd'hui par les tuyaux, mais qui pourrait également concerner nos données, tout simplement. Oui, alors c'est un souhait qui avait été émis par Pierre Bélanger, vous savez, le créateur de Skyrock, qui lui a appelé un OPEP des données, c'est-à-dire que les données, selon lui, sont aussi importantes que le pétrole il y a une cinquantaine d'années, et il pense que chaque pays doit rester maître de ces données. Alors, ça peut paraître très difficile à mettre en œuvre. Ceci dit, il y a eu une décision très importante de la Cour de justice européenne, c'était en octobre dernier, qui a demandé que les transferts de données personnelles d'un pays à un autre soient davantage contrôlés. C'est ce que redoute notamment Facebook. C'est très difficile là aussi à mettre en œuvre. Mais il y a un autre angle d'attaque qui va aller vers une nationalisation des données. En fait, c'est la fiscalisation. C'est-à-dire que beaucoup de géants du net expliquent qu'ils réalisent énormément de leur activité dans des pays à faible imposition. Comme il y a de plus en plus de vérifications, on va pouvoir avoir davantage de contrôle sur ces fameuses données et on va voir une réappropriation par les nations des données. Touché, coulé. Merci Guillaume. Et tout de suite, c'est Test 24. Les smartphones sont certes incontournables dans nos vies d'homo geekus, mais il faut bien l'avouer, pas très écolo en soi. Leur fabrication intègre de très nombreuses substances toxiques, leurs éléments ne sont que partiellement recyclables et surtout, l'extraction des métaux rares nécessaires à leur confection soulève de plus en plus de questions éthiques. Alors depuis 3 ans, une entreprise hollandaise, Fairphone, tente de faire bouger les consciences avec ses téléphones équitables et elle vient d'ailleurs de sortir une nouvelle version de son modèle en kit et durable. Guillaume, que faut-il retenir sur Fairphone ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Fairphone essaie de trouver une solution à tous les problèmes que posent les smartphones. Un de ces problèmes, c'est effectivement, vous l'avez dit, les substances toxiques à l'intérieur des téléphones. Le cadmium, par exemple, à tel point que beaucoup de fabricants aujourd'hui mettent en avant le label CAD-free. En fait, Fairphone va un peu plus loin parce que vous voyez tout ce qu'il y a dans un téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est le recyclage. Il y a énormément de déchets électroniques qui atterrissent sur les côtes africaines et les côtes indiennes parce que tout simplement les fabricants occidentaux ne s'occupent pas du recyclage. Fairphone vraiment travaille avec des entreprises et prévoit le recyclage de ces téléphones. Il y a une autre chose, ce sont les minerais qui sont nécessaires pour la fabrication de ces smartphones. Et il y en a beaucoup qui se situent en Afrique, en République démocratique du Congo, autour du lac Kivu. Alors l'étain, le tantal, l'or ou le tungstène. Et on sait que dans cette zone, il y a eu un énorme conflit depuis la Seconde Guerre mondiale qui a fait plusieurs millions de morts. En fait, Fairphone veut tracer la production de ces matériaux, s'assurer que ça ne va pas créer de nouveaux conflits. Alors, Fairphone est donc entre une ONG, si j'ose dire, et un fabricant justement de smartphones. L'idée surtout absolument géniale de ce téléphone, c'est d'être en kit, de pouvoir se démonter, finalement de jouer sur la carte du durable, de lutter contre l'obsolescence programmée. Oui, Fairphone veut lutter contre l'obsolescence programmée en disant, regardez, un téléphone, c'est énormément de pièces. Lorsque une est défectueuse, ça ne sert à rien de changer tout votre téléphone et puis de laisser celui-là dans un tiroir ou de mal le recycler. On vous propose en fait d'acheter la pièce qui manque et pour pouvoir réparer vous-même votre téléphone. Ça ressemble un petit peu au projet ARA que voulait lancer Google. Et puis dernière pièce un petit peu de l'échiquier, en fait Fairphone fait produire son téléphone en Chine. C'est peut-être un petit peu dommage, c'est dommage qu'il n'ait pas plus avocat du circuit court, mais il s'assure qu'en fait qu'il n'y a aucun travail des enfants qui sera nécessaire pour la fabrication de ces appareils. Alors j'imagine quand même que ce téléphone a un prix. Est-ce que c'est le prix justement de l'éthique ? Alors Fairphone n'est pas totalement une ONG. Fairphone a quand même envie de faire des profits. On est autour de 350 €. C'est beaucoup plus raisonnable que les grandes marques qui dominent le marché actuellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une nouvelle tendance. On a parlé du téléphone do it yourself. C'est notamment un projet de recherche au MIT qui va
permettre, en tout cas qui veut permettre à des téléphones, à des appareils électroniques de se construire eux-mêmes. Alors on a regardé la vidéo ensemble, Marjorie, et ce qu'on trouvait intéressant, c'est que en fait l'université américaine va jouer sur plusieurs phénomènes qui sont très naturels, c'est-à-dire par exemple la gravité, la chaleur, le fait de bouger certains éléments. On va également poser des aimants en fait sur les pièces maîtresses de ces appareils, et en fait on va voir des appareils qui se construisent tout seuls. Alors on est vraiment là dans le prototype, un peu dans la science-fiction. Le vrai rêve qu'on partage tous les deux, c'est de voir... Vous ne le savez pas. Le vrai rêve électronique, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est de voir des appareils électroniques qui vont se réparer tout seuls à l'avenir. Là, on en est encore un petit peu loin, malheureusement. Merci infiniment, Guillaume, pour ce décodage de nos rêves électroniques et surtout pour cette démonstration des téléphones équitables, durables et en kit. Vous le savez, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous suivre tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Tech24 à la fin de vos messages. Et on se retrouve, nous, très vite en plateau. Restez connectés.